Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur les derniers meetings des candidats. Pieds au plancher, les prétendants à l'Elysée quadrillent le pays. Réunions publiques ou rencontres sur le terrain. Les candidats se démultiplient. Extrait à suivre de leur meeting et analyse ce soir d'un positionnement partagé par tous, le candidat anti-système. Sur ces derniers jours, le débat avec de nombreux invités en notre compagnie. Négociation des traités ou sortie de l'euro, mais que veut vraiment Jean-Luc Mélenchon? Le candidat de la France insoumise ne propose plus de plan B. Il affirme qu'il réussira à convaincre nos partenaires européens. Et plus largement, cette sortie de l'euro effraie encore de nombreux Français. Sur ce thème, le match des idées opposera tout à l'heure l'économiste Frédéric Farah à notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Enfin, l'entretien, mon invité est officier de réserve, consultant sur les grandes questions militaires. Pierre Servant publie Les présidents et la guerre 1958-2017 aux éditions Perrin. Une fresque passionnante sur les présidents et leur rapport à la guerre. Le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. Merci d'être avec nous. Pour réagir à l'émission, c'est le hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes premiers invités, voici le tour d'horizon de l'actualité du jour. Il est signé Cécile Sixou. Fouilles, déploiement de CRS, hélicoptères. Ces derniers jours, les mesures de sécurité ont été renforcées autour des meetings. Et face aux menaces terroristes qui pèsent sur la campagne présidentielle, le gouvernement a décidé de déployer 50 000 hommes dans les 67 000 bureaux de vote dimanche. Par définition, si je vous ai donné ces chiffres, c'était pour bien montrer qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir des gendarmes, des policiers et des militaires partout sur tous les bureaux de vote. Donc l'organisation va être, et ça a été vu et discuté avec les préfets, justement d'assurer une surveillance partout et la protection. À Nice, le maire de la ville, Christian Estrosi, a promis qu'il y aurait un agent de sécurité devant chaque bureau de vote. François Fillon. Alain Juppé a fait le job. À 4 jours du premier tour, il s'est affiché à côté de François Fillon lors d'une visite de l'entreprise 10 heures. Poignée de main, visage crispé. Pour avoir la photo de famille, les finalistes de la primaire de droite font mine d'être proches. On s'est parlé souvent au téléphone, on se parle régulièrement. Et on se connaît depuis très longtemps, très longtemps. N'est-ce pas? Je ne compte plus. Difficile retrouvaille, d'autant que le maire de Bordeaux s'est dit contre l'intégration de personnalités issues de Sens commun dans le gouvernement, une possibilité que n'exclut pas François Fillon. Emmanuel Macron. Il est ministre de l'aménagement du territoire et pour cette raison, il ne voulait pas prendre position trop tôt. Mais ça y est, c'est fait, Jean-Michel Bailey a fait son choix et ce sera Emmanuel Macron. Je ne peux pas me retrouver dans le programme de Benoît Hamon, ni dans sa manière de mener cette campagne. Je me dois de faire un choix. Et ce choix, il est en direction de celui qui me semble incarner le mieux les valeurs que je porte, dans lesquelles je me retrouve. Son parti, le PRG, et sa présidente, Sylvia Pinel, se sont ralliés à Benoît Hamon, mais ont laissé leurs adhérents libres de choisir leur candidat. Justice. 1 an de prison avec sursis requis ce soir contre Thomas Thévenoud pour fraude fiscale. En 2014, l'ex-secrétaire d'État avait fait la une de la presse. À peine nommé au gouvernement, Thomas Thévenoud avait dû démissionner 9 jours plus tard. Il n'avait pas déclaré ses revenus en 2012 et rempli hors délai ses déclarations de 2009, 2010, 2011 et 2013. Une phobie administrative devant la justice. Le député de Saône-et-Loire a plaidé la négligence et la défaillance. Chômage. C'est du jamais vu depuis 2002. Les entreprises françaises prévoient d'embaucher 2 millions de personnes en 2017, soit 150 000 de plus qu'en 2016. Une hausse spectaculaire portée principalement par les petites entreprises, selon Pôle emploi. Services aux particuliers et aux entreprises, construction et industrie figurent parmi les principaux recruteurs.
Et dans l'actualité, J-4, dernier meeting des candidats pieds au plancher. Les prétendants à l'Elysée quadrillent le pays. Alors on va évoquer les stratégies des uns et des autres et analyser ce soir un positionnement partagé par tous. Le candidat anti-système, le peuple, c'est nous, clame-t-il. Nous parlerons aussi en cette fin de campagne de l'influence, des rumeurs, des fausses informations. Et il y en a eu sur tous ces sujets. Le débat avec nos invités ce soir. Michel Urvoas, bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditeur liste politique à Ouest France, nous accompagne Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Bonsoir. Directeur du département politique et opinion chez Harris Interactive. À vos côtés, Virginie Leguet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, chef adjointe du service politique de Paris Match. Et face à vous, Jacques Isabello, bonsoir. Bonsoir Sonia. Cofondateur de l'agence de communication Corioling. Alors madame, messieurs, ils se démultiplient. Ils n'ont pas tous quand même des hologrammes, mais les candidats, Michel Urvoas, quadrillent le pays. On va voir tout à l'heure des extraits de ces derniers meetings, parce que c'est J-4, mais il reste 48 heures pour ces grandes réunions, ces rencontres sur le terrain. Ils visent qui, les candidats, dans ces derniers meetings? À qui ils s'adressent en priorité, ce soir, demain encore ou après-demain? Il s'adresse à tout le monde à partir du moment où la plupart de ces meetings sont retransmis, sont télévisés. Il s'adresse à leurs militants parce que je pense qu'il y a un principe fondamental, c'est de demander à chacun d'en convaincre un autre, et ça démultiplie ainsi les chances de gagner des parts de marché, si j'ose m'exprimer ainsi. Voilà, ça sert à ça, et ça sert à aussi sur un certain nombre de thèmes. J'entendais par exemple Emmanuel Macron à Nantes ce soir sur le thème européen, donc dans une région qui plus est européenne, avec Daniel Cohn-Bendit. Donc ça sert à enfoncer des clous sur un certain nombre de thèmes, et en particulier pour ceux qui manquent un petit peu pas de visibilité, mais de netteté dans leurs propositions. Vous l'avez dit, Emmanuel Macron à Nantes, Marine Le Pen à Marseille, Benoît Hamon, place de la République à Paris, François Fillon qui s'est affiché aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure, aux côtés d'Alain Juppé. On va écouter Marine Le Pen. Vous avez dit enfoncer le clou sur certains thèmes. C'est le cas. Elle est revenue, c'est ce qu'on dit souvent, à ces thèmes de prédilection. Et elle a prôné ce soir l'insurrection nationale pacifique. On l'écoute. C'est de cette cité rebelle qui a tant donné au mouvement patriote en le portant en tête à de nombreuses élections que je décide de clore mes réunions du premier tour pour lancer ici à tous les Français un message d'insurrection nationale, une insurrection pacifique, démocratique, pour rendre la France à son peuple. Virginie Leguet, on l'a tous remarqué, dans le sprint final, Marine Le Pen, elle revient, bon, on l'a souvent dit, à ces thèmes dits de prédilection. Immigration, sécurité, et appelle carrément l'insurrection. Oui, on est loin de son slogan de début de campagne qui était « La France apaisée ». On s'en souvient à peine, d'ailleurs, tellement ça paraît loin et tellement ça paraît irréel. Elle a assez vite abandonné. Là, elle revient à des thèmes historiques, qui étaient les thèmes de son père. C'est son fonds de commerce, c'est le fonds de commerce de son électorat. C'est là où elle fédère, elle rassemble. Et elle espère probablement, parce que certains sondages accusaient un léger tassement, elle espère redynamiser et forcer ce qu'elle espère, elle, c'est-à-dire arriver en tête au premier tour. Donc un électrochoc dans ce sprint final. Jean-Daniel Lévy, ces derniers jours, ils ont toujours compté dans les présidentielles. Là, je parle vraiment de la reine des élections. Ils sont très importants les dernières heures. Elles sont très importantes ces dernières heures. D'une manière générale, elles sont très importantes. Et cette année, elles sont encore plus importantes que par le passé. Parce que la campagne électorale, je serais tenté de dire, n'a véritablement commencé il n'y a que quelques semaines, en tout cas aux yeux des Français, avec la perception qu'il n'y a pas eu de thématique centrale de campagne, qu'il n'y a pas eu véritablement de débat, que les affaires, d'une manière ou d'une autre, ont empêché qu'on puisse avoir des confrontations entre différents projets, différents responsables politiques, et que dans ce contexte-là, aujourd'hui, on n'a pas une thématique centrale de campagne. Vous prenez toutes les campagnes présidentielles depuis 1965, à chaque fois, il y avait un débat autour duquel, globalement, les Français se positionnaient pour ou contre le général de Gaulle, quel regard à l'égard de François Mitterrand, quelle interrogation en matière de sécurité, d'inégalité sociale, etc. Là, aujourd'hui, on n'est pas du tout sur cela. Il y a quasiment 11 thématiques de campagne qui correspondent à 11 candidats au final. Donc l'intérêt, pour chacun et pour chacun des candidats, c'est d'arriver à dire « je veux que la fin du débat se positionne autour de mes orientations principales ». Et ce que fait aujourd'hui Marine Le Pen, probablement, c'est de se dire qu'elle a un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Effectivement, c'est sur l'immigration, la sécurité, et que dans ce contexte-là, et notamment parce qu'il y a eu les menaces d'attentats qui se sont déroulées d'ailleurs à Marseille, qu'elle a quand même intérêt à faire en sorte que les Français se disent « tiens, c'est peut-être autour de cela qu'il faut voter, et si c'est le cas, ça lui permettra
de remonter. Effectivement, vous l'avez indiqué, elle accuse aujourd'hui une petite baisse dans les différentes intentions de vote qu'on peut mesurer. Je vais vous laisser réagir, Jacques Isabello. J'ajoute, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, il y avait un candidat qui avait dit « si j'avais eu une semaine de plus, oh là là, qu'est-ce qui serait passé ?» Ils doivent tous penser à ça. Attention à cette semaine-là. C'est la semaine de trop ou pas? Ceux qui perdent, finalement, aimeraient bien avoir un petit peu de rab. C'est comme Monsieur Cadbury, vous savez, pardon pour les marques. Je rejoins Jean Daniel sur une partie du discours. Et c'est vrai que l'incertitude est au centre de cette élection. On le voit bien, je parle sous votre contrôle, Jean Daniel. On n'a jamais été aussi incertain de notre vote. Donc, dans cette rhétorique de l'éloquence, plaire, émouvoir, convaincre, on est sur la troisième partie, là. Il faut convaincre. Donc, on outrepasse la raison pour aller sur l'émotion et que les troupes se solidifient autour du candidat. Après, il n'y a pas eu une thématique ni économique, sociale ou éducative. Par contre, dans cette élection, c'est la posture qui l'a emporté, puisque tout le monde se revendique de « je suis le gars, je suis la fille anti-système, je suis au centre, on m'invite aux 20h, je vais aux 20h pour leur dire « ah, je m'en vais, je me tire du plateau, mais invitez-moi la semaine prochaine pour que j'y revienne ». C'est la posture anti-système, et c'est ce qui s'est imposé lors de cette élection incroyable. Ça, on va en parler en détail. Juste cette réaction sur les réseaux sociaux, c'est Sam Had qui vous dit, Michel Lerbois, ce sont les indécis qui vont plus être sensibles et attentifs à dans cette dernière semaine. Bon. C'est vrai, c'est indéniable. Mais il y a un sujet quand même qui a été une sorte de fil rouge de cette courte campagne, courte sur le fond, c'est l'Europe. Parce que là, il y a vraiment une partition des candidats. Et à la faveur d'ailleurs des petits, je pense à Asselineau, à Dupont-Aignan, le débat européen est quand même venu sur le devant de la scène. Et on voit bien que la fracture, elle est aussi au sein des mêmes familles. On a un Emmanuel Macron très pro-européen, enfin, il est le seul, je pense, à faire applaudir l'Europe dans ses meetings. On a un Jean-Luc Mélenchon qui est sur une position de repli, enfin en cas de rejet des traités, et on a Marine Le Pen qui est pour une sortie totale. Et donc, à partir de là, on peut décliner des projets nationaux qui sont calqués sur cette cassure européenne. Donc c'est pour ça que je nuancerai, moi, un petit peu votre propos, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se lisent autour de ça. Oui, sachant que lorsque nous, on travaille et qu'on interroge les Français, ils nous restituent peu l'Europe en tant que telle. Donc voilà. C'est effectivement une variable qui peut être une variable de différenciation des candidats en tant que telle. En même temps, quand on interroge aujourd'hui, on s'était d'ailleurs demandé, est-ce qu'après le Brexit, la thématique européenne serait vraiment au centre de la campagne présidentielle? On n'a pas vu d'affrontement de manière aussi massive entre les différents candidats, ou en tout cas, pas forcément restitué de la part des Français aujourd'hui, lorsqu'ils peuvent être amenés à nous parler des dimensions qu'ils peuvent entretenir avec leur motivation de vote. Alors je suis peut-être plus sensible à ça, étant un homme de l'Ouest. Et quand on regarde d'ailleurs l'électorat de Marine Le Pen, il nous parle presque contre-intuitivement, beaucoup moins que les autres, justement, de la dimension européenne, et beaucoup plus, comme vous l'avez indiqué, du rapport. C'est pour ça qu'elle est allée sur votre hôtel, d'ailleurs. Absolument. Parce que ça n'a pas bien marché. Voilà. C'est votre avis aussi, Virginie Leguet? Je crois que l'enjeu qui se posera pour les Français de façon générale dimanche, c'est l'Europe ou la non-Europe. Et on a quand même bien vu lors du débat des 11 candidats le vent d'euroscepticisme qui soufflait et qui, d'une certaine façon, recentrait les positions de Marine Le Pen, qui se retrouvait totalement débordée sur sa droite par Asselineau, qui brandissait indéfiniment l'article 15, si j'ai bien souvenir, en disant voilà, moi je sors tout de suite sans attendre son condition. Et Marine Le Pen qui était obligée de dire qu'elle ferait des négociations dont on sait qu'elles n'aboutiront pas, mais qu'après elle fera un référendum et que de toute façon elle écoutera la voix du peuple. Elle oubliait de dire d'ailleurs ce qu'elle disait il y a quelques semaines, qu'elle démissionnerait ou qu'elle quitterait le pouvoir si la voix du peuple ne lui était pas. Quand on lui pose la question, elle y répond, mais c'est vrai qu'elle ne le dit plus. Elle le dit beaucoup moins, elle le met beaucoup moins en avant. Donc finalement, ce qui va se poser, c'est une France ouverte ou une France fermée. C'est quand même le choix. S'il y a une ligne de démarcation entre les différents candidats, elle est là. C'est ce que Marine Le Pen appelle les patriotes et les mondialistes. Alors ça, ce sont ces termes. Mais malgré tout, quand on voit ce qui sépare essentiellement les candidats, c'est ça. C'est une vision de l'Europe ouverte sur le monde ou une vision de la France, pardon, ouverte sur le monde ou une vision de la France fermée. C'est vraiment des visions
totalement opposés de la société, du rôle de la France, de l'économie, de l'arrivée ou non des immigrants. Est-ce qu'on les contrôle, est-ce qu'on les contrôle pas, comment, jusqu'où? En fait, tout peut s'architecturer autour de cette ligne-là. On va poursuivre notre tour des meetings, Jackie Isabello, avec Benoît Hamon, place de la République. Alors lui, il a vraiment jeté toutes ses forces, ses dernières forces dans cette bataille. Et il a clamé tout à l'heure son amour pour la gauche. On l'écoute. J'aime la gauche, toute la gauche, celle de ceux qui nous ont précédés, de toutes les cultures, elles ne sont pas que socialistes. J'aime la gauche des écologistes, j'aime la gauche des socialistes, j'aime la gauche des communistes, j'aime la gauche en mouvement, j'aime la gauche qui veut exercer le pouvoir, j'aime la gauche qui proteste, j'aime la gauche de Mitterrand, mais celle de Rocard aussi, j'aime la gauche de mon ami Henri Manueli, j'aime la gauche de Syriza, j'aime aussi la gauche de Podemos, j'aime la gauche de Bernie Sanders, j'aime celle-là, cette gauche-là. J'aime la gauche de la social-démocratie européenne, du SPD quand il se lève contre l'austérité de Mme Merkel. Mais j'aime aussi la gauche parce qu'elle est féministe. Et on a besoin du féminisme aujourd'hui. Et ils me détestent aussi pour cela, parce que moi je suis féministe et je l'affirme. Un cri du cœur, Oui. et sincère. Sincère, mais... On le sent, mais... Cher Sonia, il aime la gauche, mais j'ai l'impression que c'est la joue gauche qu'il aime, parce qu'il a beaucoup tendu la joue gauche, Benoît Hamon, pendant cette élection. Et encore ce matin avec Jean-Michel Bailey, qui normalement aurait dû lui apporter son soutien. Benoît Hamon, il a fait quand même des erreurs dramatiques. Et pour paraphraser un éminent éditorialiste que vous connaissez à Europe 1, Raphaël Enthoven, qui expliquait que l'autre jour, lorsqu'il a dit « Non, 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 je ne me retirerai pas au second tour », ou en tout cas, c'était pour confesser qu'il n'y arriverait jamais. Sa campagne n'imprime pas, n'adhère pas. Son personnage et ses postures sont totalement différentes par rapport aux postures princières, présidentielles, jupitériennes que les autres candidats essayent d'adopter. Ces thématiques, certains chiffres qui nous ont été présentés ce matin par Jean-Daniel Lévy montrent bien qu'ils sont rejetés totalement par les Français. Hein. Le revenu universel, tout le monde l'a compris. Mais 80% déjà, quasiment, rejettent cette thématique. Le pauvre, ça doit être un exercice extrêmement difficile qui est le sien. Ici même, je crois même avoir dit, il devrait se retirer et on devrait préparer son retrait. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il l'a déjà fait, parce que quand il a dit qu'il voterait Mélenchon lors du deuxième tour, c'était un appel à ses électeurs pour qu'ils rejoignent Mélenchon. Et aujourd'hui, il va devoir gérer une situation extrêmement complexe. Certains, dont son équipe de campagne, craignent même qu'il n'ait pas 5% dimanche soir. Je ne vous raconte pas la catastrophe économique. Si jamais le PS a dépensé 16 millions d'euros, comme il est en droit de le faire pour un premier tour, et ne serait pas en capacité de le faire. On va être obligé de réorganiser, mais je n'irai pas plus loin, à mon ton. Compte tenu déjà si de on l'état en du était PS, là. Donc on il est imagine les vraiment sueurs froides. à l'eau d'une catastrophe industrielle majeure. Michel Urvois, on parle rarement de Benoît Hamon dans cette campagne parce qu'il ne fait pas partie du quatuor, j'allais dire de tête, mais peut-être après le scrutin, on se penchera sur cette campagne quand même du candidat socialiste qui avait été porté, quoi qu'on en dise, par la primaire et dont on voit un résultat déroutant quand même. Je ne sais pas s'il a été porté par la primaire. Parce qu'à partir de la primaire Ceux qui ont voté. a pour caractéristique justement d'extrémiser le choix du candidat. On l'a vu à droite, on l'a vu à gauche, et Benoît Hamon est l'illustration parfaite de ça. Et il était assez clair, enfin moi je le voyais comme ça en tout cas depuis le début, qu'il allait peser ce que pèsent les frondeurs de la société française, c'est-à-dire un tiers de l'électorat socialiste, c'est-à-dire, grosso modo, les 8% dont il est crédité aujourd'hui. Ce score-là ne me surprend pas du tout. Et je crois même l'avoir dit sur votre plateau, Sonia. Et vous avez tout dit sur mon plateau. Au lendemain... Tout à l'heure. C'est admirable. On refait une synthèse ce soir. On se dépasse. Et voilà, donc... Maintenant, c'est la question de la configuration d'un futur PS qui va être en jeu, porté par qui. Je pense que la fracture, à la différence de la droite, la fracture, elle est consommée. Enfin, elle est, comment on dit, irréductible, comme on dit en chirurgie. Irréconciliable, voilà. Est-ce qu'il faut l'utiliser, ce mot à droite, si François Fillon n'était pas au second tour, je pense que ça se paierait très cher, que ce serait peut-être plus violent. En attendant, François Fillon, il a des soutiens tièdes.
C'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, je vais vous poser la question de ce que vous pensez d'Alain Juppé aux côtés aujourd'hui de François Fillon et hier le message de Nicolas Sarkozy. Mais d'abord, on va écouter le candidat Les Républicains. Ce soir, aux 20h de TF1, il a mis en avant son expérience et, dit-il, sa connaissance des profondeurs du pays. Les Français ont besoin d'un président de la République et de l'expérience, qui soit capable de tenir compte du passé, y compris des erreurs du passé pour réformer le pays, et puis surtout qui ait la force de caractère et la connaissance du fonctionnement des rouages de notre pays pour assurer sa place dans le monde. Voilà. Et on est dans un moment très dangereux, très difficile, et je ne ressens pas le désir des Français de confier leur pays à un apprenti. Désir des Français de confier leur pays à un apprenti. Bon, les attaques, normales, sont légion. François Fillon aujourd'hui, aux côtés de... Enfin, Alain Juppé, plutôt aux côtés de François Fillon. Hier, le message de Virginie Huguet, est-ce que c'est un service minimum ? Ou au contraire, une unité quand même? C'est un service, on va dire, des jours fériés. Vous savez, quand on dit oui, aujourd'hui, j'ai pas tout à fait le compte qu'il me faut. C'est le message de Nicolas Sarkozy hier sur Facebook était bien, carré, net. Enfin, c'était un message sur Facebook. C'était, voilà, il n'est pas venu à un meeting. Il semblerait qu'il ait pensé peut-être aller à Lille, si j'ai bien compris, mais que finalement, il ne l'ait pas fait pour des raisons, soi-disant, de sécurité. Bon, en tout cas, ça ne se fait pas. Quant à la visite avec Alain Juppé, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas extrêmement chaleureuse. La poignée de main qu'ils se sont échangées. Visible, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc, sans se regarder. Oui, donc c'est un rassemblement. D'abord, c'est un rassemblement à 2, jamais à 3. C'est les deux pères, et jamais, ils seront jamais ensemble. Et on sait d'ailleurs que leurs relations à tous les trois sont un peu compliquées. Donc c'est un peu divisé. Est-ce que ça suffira à montrer aux électeurs que la droite est rassemblée? Franchement, j'en doute. Mais je ne suis pas sûre d'ailleurs que ça soit la carte sur laquelle François Fillon joue. On voit bien ce qu'il a dit là. Il a dit, moi, mon atout, il a abattu son atout, son joker, c'est l'expérience. De fait, il est des grands candidats qui sont aujourd'hui susceptibles d'accéder au second tour, celui qui a le plus d'expérience politique. Il a été 5 ans Premier ministre, il a été plusieurs fois ministre, il est dans la vie politique depuis 35 ans, il a plus d'expérience. Et il essaye bien de convaincre les électeurs que par temps lourd, par gros vent, par nuage, par orage, il sera le seul à tenir le cap. L'apprenti, j'imagine que c'était Emmanuel Macron, le débutant, et que le débutant se montrera faillible et fragile. Donc il essaye d'imprimer cette image-là auprès des électeurs, ou de ces anciens électeurs qui aujourd'hui seraient repartis un peu ailleurs, et qui pourraient revenir en disant « Ah bon, bah oui, quand même ». Oui, Jean-Daniel Lévy, c'est ceux-là, ceux qui sont partis et dont François Fillon aimerait bien qu'ils reviennent au bercail avec les affaires, évidemment, ils sont partis. Probablement deux types de populations. D'un côté, ceux qui sont partis, effectivement, du côté d'Emmanuel Macron, interrogatifs ou critiques, notamment sur la posture personnelle et le poids des affaires en tant que tel. Et puis également mobiliser une partie d'un électorat qui, aujourd'hui, a plutôt l'intention de s'abstenir, alors même qu'il a voté pour Nicolas Sarkozy en 2012. Et en mettant en avant, effectivement, un aspect qui est un aspect qui lui offre une différence, en tout cas aux yeux des électeurs de manière générale, qui est pas uniquement l'expérience, mais également la capacité à pouvoir avoir et à porter l'image de la France au niveau international, tant et si bien que quand vous regardez aujourd'hui, c'est le seul candidat pour lequel son électorat dit « j'ai l'intention de voter pour lui parce qu'il a la capacité à pouvoir porter l'image de la France par-delà nos frontières et la porter positivement ». Cet attribut lui est accordé alors qu'à l'égard des autres candidats, ça n'est absolument pas le cas. Même à Marine Le Pen, alors même qu'elle cherche à montrer une forme de puissance de la France. Donc c'est un avantage sur lequel il cherche effectivement. Un avantage qu'essaye de contrer Emmanuel Macron, puisque ce soir à Nantes, Jackie Isabello, il a dit mais il faut que le président ait l'autorité morale pour représenter la France à l'extérieur. Donc ils se battent sur ce même terrain-là de la représentation, de la présidentialité également. Oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a besoin de cette présidentialisation. On essaye toujours de l'imaginer face à Trump, face à Vladimir Poutine, et se dire si les conversations se tendaient, qu'est-ce que cela donnerait? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Virginie. Je trouve que le séquençage qu'a mis en place dans cette dernière semaine, dans ces derniers 10 jours, François Fillon, est plutôt remarquable. Temps 1, il va voir Laurent Wauquiez. On ne peut pas dire que Laurent Wauquiez soit le plus filloniste des gens des Républicains. Temps 2, il fait en sorte d'apporter son soutien à Estrosi. Estrosi, qui quand même nous a expliqué que, il allait mettre en place une mécanique pour le sortir et mettre en place le plan B, et qui ensuite a
tendu une main républicaine à Emmanuel Macron. Oui, mais que Temps 3, les militants lui ont rendu cette main. Hein. Oui, mais Oui, il a construit cette famille et les images et les cartes postales qu'il envoie vont dans ce sens-là. Temps 3. Attendez, Christian Estrosi s'est fait siffler au meeting. Oui, mais Je François vois pas ce qu'il y a de Fillon- remarquable là-dedans, à 8 jours d'un premier tour, de faire siffler quelqu'un de sa propre famille politique. Alors- Fût-il Christian Estrosi, et même si Faire Christian siffler. Estrosi... Ils ont sifflé. Ils François ont Fillon a sifflé tenté et de... François Fillon a été œcuménique, c'est-à-dire qu'il est venu à sa défense alors que l'estocade qu'il lui avait portée n'était pas des plus appropriées. Temps 3, Nicolas Sarkozy prend la parole sur Facebook et il obtient de la part de Nicolas Sarkozy une image, un film, gros plan à la Serge Moiti, devant les yeux avec un engagement. Non mais c'est vrai, ce sont des images qui comptent, vous le savez, très important. Et temps 4, Alain Juppé qui... On connaît tous les postures d'Alain Juppé, s'est affiché avec lui, a laissé la photo se faire. Donc l'ensemble des leaders de la droite sont réunis autour de François Fillon, alors qu'ils ont tous envie de partir ailleurs. Non, ils ne sont pas réunis autour de François Ils se Fillon, débrouillent non. plutôt pas mal dans cette fin de campagne pour quelqu'un qui a vécu 2 mois et demi autour des affaires. Voilà. Je n'y crois. Vous ne voyez pas la même photo de famille, apparemment. Il n'y a pas de photo de famille, justement. Il y a des photos, mais il n'y a pas de photo de famille. Est-ce qu'il y a une famille? Il y a des présences ponctuelles qui soulignent des absences longues. Oui, mais... Ils n'ont pas fait campagne avec Un joli lui. titre. Ah oui. Et je ne sais pas si ça rentre, mais ils n'ont pas fait campagne avec lui et pour lui. Le fait de venir ponctuellement en fin de campagne... 3 jours avant le premier tour ou 4 jours avant le premier tour. C'est pas là-dessus. Moi, je suis d'accord sur ce qu'il a dit tout à l'heure sur le sérieux, sur l'expérience. Sur ça. C'est plutôt là-dessus, effectivement, qu'il peut gagner, parce que moi, je considère qu'il n'a pas perdu, que son socle est étonnamment solide. Et qu'il a un réservoir. Mais dans cette situation de crise, il a fait le job idéal. Vous ne pouvez pas faire mieux. Vous pouvez pas faire mieux. Peut-être. Dans cette situation qui n'est pas idéale, je veux dire, un grand brûlé qui sort le lendemain et veut faire un concours de beauté, on va lui dire, écoute, tu peux sans doute faire un peu mieux. Là, c'est un grand brûlé. Et il arrive quand même à donner le change avec des leaders incontestables de la droite qui acceptent de venir. Alors, il n'y a pas de photo de famille intégrale, mais est-ce qu'il a besoin de faire ça? J'en suis pas certain. En revanche, il a besoin de livrer des binômes à des électorats qui sont différents et qui ont été très déstabilisés par ce qui s'est passé. Je vous rappelle que la plupart des juppéistes ont démissionné instantanément le lendemain de la révélation de la deuxième séquence des affaires. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas démissionné instantanément. Ils sont restés encore quelques semaines. Les Vincent Leroux, les Sébastien Cornu, les Stéphanie. Ils ont démissionné au moment de l'annulation de la visite au Salon de l'Agriculture. Il y a en tous les cas un point commun entre tous les candidats. C'est pas instantanément. Tous les candidats, parce qu'il faut parler des 11 candidats, c'est important, ils se présentent comme anti-système. Et c'est devenu une sorte, Jean-Daniel Lévy, de mantra. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis contre le système. Le système, c'est l'autre. On va s'arrêter sur cet argument qui a été également répété ce soir, sans surprise, par Marine Le Pen. Mais est-ce que ce n'est pas plutôt les, entre guillemets, petits candidats qui peuvent vraiment se prévaloir d'être anti-système? On voit cela avec Samia Dechir. Elle ne se présente pas pour être élue. Pour Nathalie Arthaud, les institutions sont impuissantes. La candidature de tous ceux qui prétendent aller à l'Élysée, eh bien, c'est de la figuration qu'ils feront, y compris une fois qu'ils seront élus. Moi, ma candidature, elle est là justement pour le dénoncer. Comme Nathalie Arthaud, l'autre candidat trotskiste, Philippe Poutou, appelle à la révolte sociale pour renverser le capitalisme. Cette perspective de transformation profonde de la société, de renversement de ce système capitaliste, parce que notre horizon, il est là, et il est évidemment bien au-delà de cette élection-là. Jacques Cheminade, lui, ne veut pas faire la révolution, mais refonder entièrement le système bancaire pour lutter, dit-il, contre l'occupation financière. Ce système financier, il faut en sortir, parce qu'il a pris les États et les peuples en otage. On est les otages de ce système. Autre candidat qui veut renverser la table, François Asselineau, s'est fait quant à lui le chantre du Frexit. Ce que je propose, moi, et qui est très différent du reste du monde, du reste des autres candidats, c'est que je propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Certains d'entre eux ont des discours diamétralement opposés, mais tous ont un point commun. Ils veulent renverser le système. Il a été efficace, Asselineau. Voilà, avant de nous dire quel est selon vous... Non, mais vous pouvez continuer à parler. Quel est selon vous le candidat anti-système? Un mot sur cet argument, Jean-Daniel Lévy, c'est devenu vraiment un mantra. Tout le monde, tous les candidats l'ont répété, on a vérifié au moins une fois, ou alors plein de fois dans leur discours. Oui, sans jamais définir ce qu'était le système. Voilà, donc on est... C'est qui le système d'ailleurs? Politique, médiatique, financier? Ce sont les autres, ce sont ceux qui s'entraident les uns les autres et qui ne vont pas forcément se tourner globalement vers les Français. Il y a quand même
une aspiration déjà à l'égard des responsables politiques appelés à nous dire la vérité ou déjà pouvoir décrire une partie du réel. Et on voit bien que quand les responsables politiques, déjà, à défaut de nous donner des propositions, arrivent à dire voilà l'état de la société française, voilà ce que j'en pense et voilà comment je comprends aujourd'hui la situation des Français, cela leur offre une forme de crédibilité dans le cadre du propos qu'ils peuvent tenir par la suite. Donc le fait de dire il y a le système, il y a les autres qui vous empêchent de pouvoir avancer parce que vous valez quelque chose, ça permet dans une certaine mesure de flatter une partie de l'électorat. Alors après, on peut voir que la seule thématique anti-système, elle ne fonctionne pas véritablement, parce qu'autrement, ces petits candidats ne seraient pas si petits que ça et arriveraient à émerger en tant que tels, et qu'on a quand même des personnalités qui ont globalement, d'une manière ou d'une autre, exercer des responsabilités, que ce soit au niveau national ou que ce soit avec des élus dans les régions, les départements ou les communes, qui parviennent à être parmi ceux qui sont en tête de toutes les intentions. Mais si ça ne marche pas, pourquoi les favoris l'utilisent également? François Fillon a dit qu'il était le candidat, le commandant balafré, Emmanuel Macron également, Marine Le Pen également, Virginie Leguet. C'est pas surprenant, j'imagine, vous avez suivi évidemment d'autres campagnes, on retrouve toujours cette musique, cette rhétorique anti-système, ou encore plus cette fois-ci? Non, il me semble que les précédentes campagnes, elle était plutôt utilisée par le Front National, c'est l'establishment. Exactement. Ah, et oui. que cette fois-ci, c'est devenu une forme de gimmick, mais c'est une blague, c'est une fumisterie de se présenter anti-système quand on est François Fillon, qui est élu depuis 35 ans, qui a exercé à peu près toutes les responsabilités de la vie politique, qui est le produit exact du système, mais même Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il est anti-système, là aussi c'est une blague. Jean-Luc Mélenchon, il a été député européen, sénateur, il n'a jamais été élu sur son nom. Ministre, bien sûr. Oui, donc voilà, il faut quand même être cohérent avec d'où on vient, ce qu'on est, ce qu'on a utilisé comme ficelle du système. Quant à Marine Le Pen, qui est élue, elle, essentiellement avec ses troupes au Parlement européen, elle a tellement bien contrôlé le système qu'elle en a même probablement tiré profit. On verra bien à la suite que donnera cette enquête. Mais enfin, tous ces gens-là, vraiment, alors pour moi, c'est de l'escroquerie. Tous ces gens-là qui se présentent comme des candidats ne sont que des candidats du système. À la limite, ça vous met en colère. Ah oui, parce que je trouve que c'est un mensonge. C'est un mensonge, c'est une provocation, c'est éhonté. Peut-être que le seul candidat anti-système, c'est peut-être l'ouvrier Philippe Poutou, qui lui, effectivement, il n'a pas les codes, il n'a pas bénéficié du système, il vient pas du système, il en est même pas approché. Mais tous les autres, même M. Asselineau d'une certaine façon, même M. Cheminade, qui tous les deux ont fait l'ENA, ils ont accédé au système. Alors, je ne sais pas de qui on se moque, mais pour moi, c'est vraiment presque insultant de dire ça pour les électeurs. C'est les prendre pour des crétins. C'est de la démagogie complète. Oui, mais c'est... Voilà. Alors, sur le plan financier, ils vivent tous, évidemment, de leur mandat à un moment ou à un autre. Ils touchent tous de l'argent. Pour ceux qui ont des candidats aux législatives, je rappelle quand même que c'est 7 € par voix pour le quinquennat, pour les 5 ans. 1 € et quelques par voix par année. Faut pas oublier, il y a des partis, il y a des centaines de partis, de petits partis en France qui se disent eux aussi anti-système, mais en fait qui vivent, qui nourrissent leur budget de ces élections. Et puis il y a les médias. Enfin, on vient dire sur les plateaux de télé, dans les journaux, qu'on est anti-système, alors que c'est ce système qui leur permet de s'exprimer. Oui. Enfin, il faut un minimum de cohérence. Non, tout ça, c'est de la démagogie. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que nos candidats soient des Madiba Mandela ou des Lula, comme on a pu les connaître. C'est-à-dire des gens qui ont connu les geôles, qui ont été torturés, à qui on a enlevé la liberté. On peut peut-être essayer de se demander pourquoi on en est là. Et après... le tsunami de 2002 et l'arrivée au deuxième tour de Jean-Marie Le Pen, en 2007, Ségolène Royal a commencé à se saisir de cette thématique anti-système. Et c'est vrai que ces dernières années, on comprend pourquoi les stratégies de communication des différents candidats tentent de les installer comme des candidats anti-système, parce que Sarkozy, exit. Hollande, sortie. Duflot, bye-bye. Valls, ciao. L'ensemble des leaders politiques depuis... Vous avez oublié Alain Juppé, pareil, ciao. L'ensemble des grands leaders qui, à un moment ou à un autre, nous étaient annoncés comme des futurs présidents de la République, se sont fait, j'ose pas dire, dégager. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si on arrive en étant le leader et en étant celui qui peut embrasser le plus largement, on représente le système et mécaniquement, on a envie de lui couper la tête. Donc, on comprend pourquoi on veut endosser ce costume, cette espèce de bourgeoisie de la contestation, qui est un peu marrante pour tout le monde. Le système, ça peut aussi être les médias, d'une manière générale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a travaillé pour la Fondapol pour essayer de voir comment
d'une manière générale, les Français avaient le sentiment que les différents candidats avaient été traités, entre guillemets, par les médias. Et ce qui est assez frappant, c'est qu'il y a un électorat, qui est l'électorat de François Fillon, qui considère que la manière dont les médias ont rendu compte ou ont traité globalement de la campagne de François Fillon était avec un parti pris, et surtout un parti pris négatif. Et ça a renforcé à leur égard leur motivation de vote en faveur de François Fillon. Vous avez vos journaux, vous avez vos postes d'observation, d'influence. Vous pensez qu'on a traité ce candidat de manière peut-être moins équilibrée qu'il n'aurait fallu ? Je pense qu'on a fait notre travail. À partir du moment où des faits existent, on est là pour les dire, pour les expliquer, pour les commenter, pour organiser un débat pluraliste autour de questions qui sont aussi des questions politiques, de comportement politique. Donc on l'a fait. Ce que je peux dire à Ouest France, c'est qu'on ne l'a pas fait de manière exagérée. On a essayé pas de relativiser les choses, mais d'être équilibré, c'est-à-dire de conserver une place au projet, en se disant, s'il va au bout, il faut quand même qu'on réussisse à parler de son projet. Donc il a eu la même place pour le projet que tous les autres. Mais il y a des moments où ça n'est pas facile parce que le tsunami de l'actualité déséquilibre un peu les choses. Je peux faire une petite comparaison, Sonia. Vous avez un chercheur qui s'appelle Monsieur Huy qui a sorti un bouquin en ce moment pour analyser la communication de Daesh. Vous allez voir, je vais rapidement faire une comparaison. Et une des conclusions, c'est de se dire, dans certains faits d'actualité, depuis qu'il y a les chaînes d'information continue, il y a une espèce de cercle vicieux ou vertueux qui s'installe. Et parfois, il faudrait non pas empêcher les journalistes de faire leur travail, là n'est pas du tout mon propos bien évidemment, mais réfléchir sur jusqu'où la machine s'emballe et peut-être demander au CSA de donner des consignes ou des choses qui permettraient de se dire, voilà, là on a fait le job, est-ce qu'on passe à autre chose? Et encore une fois, je n'incrimine pas les médias, mais juste de se dire, à un moment, on devrait prendre du recul. Et c'est très difficile. Et sur les sujets de Daesh, beaucoup de gens se posent la question de se dire, finalement, on est les pompiers pyromanes, parce que parfois, beaucoup ont traité, on fait peur aux gens, et où est-ce que ça ne modifie pas les équilibres? Vous avez dit le plus important, voilà. on a parlé des faits, et c'est ça le plus important. Et là, je vais aller sur tout à fait autre chose. Pour le dernier thème de ce débat, ce sont les rumeurs, ce qu'on a appelé les fake news, des campagnes de déstabilisation. Il y en a eu beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'était intéressant d'écouter la réaction, il y a quelques jours, d'Emmanuel Macron. Voilà un candidat qui va éteindre l'incendie avant même qu'il ne soit déclaré. Je sais, et j'ai encore vu certains de vos confrères qui l'annonçaient hier, que certains de mes adversaires politiques ont décidé de propager des fausses nouvelles, des fausses informations. On parlait d'un héritage tout à l'heure, mais quelle autre fausse nouvelle? Ils veulent dire cette semaine, vous allez entendre dire, Monsieur Macron, il a un compte caché dans un paradis fiscal, il a de l'argent caché à tel et tel endroit. C'est totalement faux. Moi, j'ai toujours payé tous mes impôts en France et j'ai toujours eu tous mes comptes en France. Alors, c'est pas la première fois qu'il dément. Là, c'était sur une situation fiscale, une supposée situation fiscale. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il l'a fait sur sa situation personnelle. Qu'est-ce que vous pensez, Virginie Leguet, d'une telle méthode? Je trouve ça très habile parce que autant François Fillon a donné l'impression à chaque fois qu'il y avait des révélations depuis 2 mois, parce que rappelons-nous que la première révélation concernant François Fillon, elle remonte à fin janvier. Autant il a donné l'impression à chaque fois que ces révélations étaient publiées de tomber des nues et finalement de n'avoir rien anticipé. Emmanuel Macron, il est suffisamment, ou ses équipes sont suffisamment informées, à l'affût, au courant, elles entendent, elles savent, elles devinent, hop, il allume des contre-feux. Et la première fois, c'était lorsque soi-disant des révélations allaient venir sur sa vie privée. Il est allé au théâtre à Paris, alors que ce n'était pas prévu, il a pris la parole, il a tout de suite expliqué, il a même fait rire l'assistante, qui était très habile, parce que mettre les rieurs de son côté sur un terrain qui n'était pas si facile que ça, c'était très habile. Et là, il a fait exactement la même chose, il a profité de son passage chez Bourdin, il pensait ou il croyait que des nouvelles révélations allaient venir sur son patrimoine, et notamment sur le fait que, bien qu'il ait gagné beaucoup d'argent à la banque Rothschild, on ne voyait plus trace de cet argent dans ses déclarations. Donc il avait bien préparé. On voyait d'ailleurs pendant qu'il parlait qu'il lisait ses notes soigneusement écrites. Bon, mais ça tue l'incendie avant qu'il se développe. C'est extrêmement habile. Il y avait des choses qui et extrêmement efficace. Oui, absolument. C'est pour ça qu'il bien sûr, il y avait des choses qui circulaient sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, des montages de photos. Les réseaux sociaux, c'est pas encore l'accès, c'est pas encore l'accès au grand public. Jacques Isabello, il y a un contre-exemple. C'est pendant la primaire de la droite et du centre. Alain Juppé, il a dit lui-même qu'il avait minimiser cette campagne sur les réseaux sociaux avec le hashtag Ali Juppé, qui a peut-être
peut-être jouer un rôle. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ex post, comme on dit, on explique ça comme ça. Il n'a pas perdu sa campagne parce qu'on a distillé. C'est très malin parce que il faut quand même dire qu'au deuxième tour, il y avait 30 points qui le séparaient de François Fillon. Donc c'était pas un truc qui s'est joué à l'arrache. En com de crise, on se dit toujours, est-ce que je prends un sujet et je le traite? C'est-à-dire qu'on peut allumer l'incendie en campagne électorale, et notamment pour l'élection du président de la République. On traite tous les sujets. Un, c'est très malin parce qu'il anticipe. Et deux, il se donne une très grande importance, celui vers qui convergent toutes les rumeurs. Et vous savez, une des premières motivations de vote aujourd'hui en faveur d'Emmanuel Macron, c'est son honnêteté. Voilà. Et donc ça constitue une des pierres angulaires et un des points, indépendamment des rumeurs, des interrogations, voire même des doutes qui ont pu être émis. On a pu s'interroger à un moment sur les conditions de passation d'un marché lorsqu'il était ministre, n'ont eu quasiment aucun impact, ni sur sa cote de confiance, ni de popularité, ni sur les motivations de vote à son égard. Donc la stratégie de communication qu'il a utilisée a eu au moins pour effet, d'un point de vue d'opinion, de ne pas remettre en doute la sincérité de son propos. Et les candidats vont être attentifs, on ne sait jamais, sur les réseaux sociaux jusqu'au dernier moment à toutes ces rumeurs, fake news comme on dit. Merci pour cette analyse et ce débat à J-4. La suite de votre émission. Négociation des traités ou sortie de l'euro, mais que veut vraiment faire Jean-Luc Mélenchon? Ben oui, la question se pose, parce que le candidat de la France insoumise ne propose plus de plan B. Et on notera aussi que Marine Le Pen, vous l'avez dit tout à l'heure, met moins en avant ce sujet de la sortie de l'euro pour se concentrer davantage sur ces thèmes dits de prédilection. Alors la sortie de l'euro effraie encore, on en parle avec nos invités, c'est le match des idées à suivre. Public Sénat crée l'événement pour la dernière semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle. Tous les jours à midi, retrouvez les meetings des 11 candidats, avec demain celui de Nicolas Dupont-Aignan. Un meeting à suivre demain à midi sur Public Sénat. Moi, j'étais très fière, quelque part, d'être une enfant déportée, parce que mon père, il était revenu. Pour nous, c'était clair. Il fallait changer le monde. Ça voulait dire se débarrasser du capitalisme et surtout pas construire une société qui donnerait ce qu'avait été l'Union soviétique. On foisonnait d'idées et ça a donné des manifestations d'une autre nature. On sautait avec des banderoles Che Guevara, Ho Chi Minh. C'est génial de penser qu'on va faire partie des gens qui vont changer le monde. C'était évident qu'il fallait être là où on était et se battre. Nous vengerons nos pères, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. C'est votre émission On va plus loin, toujours en direct bien sûr, pour évoquer à présent dans ces derniers moments de campagne, eh bien l'Europe. Très critiquée par certains candidats, l'Europe en tant qu'épouvantail ne semble plus, en tous les cas, forcément faire recette auprès des électeurs. Marine Le Pen préfère revenir sur ses fondamentaux et éviter ce sujet. Et Jean-Luc Mélenchon affirme qu'il n'en sortira pas. On va en parler avec nos invités. Frédéric Farah, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur d'économie, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date qui s'intitule Europe, la grande liquidation démocratique. Et il y a celui-ci, introduction également, inquiète à la Macron-économie. Notre chroniqueur Jean-Luc Gombault est là, bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors je vous le disais, messieurs, le candidat de la France insoumise est sûr de pouvoir tordre le bras à nos partenaires européens. Pas besoin de sortir ni de l'euro ni de l'Europe, a-t-il précisé hier en meeting à Dijon. On l'écoute. Ne croyez donc pas ceux qui vous disent il veut sortir de l'Europe, de l'euro, et alors en plus quand il rajoute que c'est pour aller dans l'Alba, n'importe quoi. Allons, un peu de sérieux. Il s'agit de la France, de son avenir, de son destin, de sa relation aux autres peuples d'Europe. Il s'agit d'enjeux immenses, de savoir si nous allons de nouveau nous confronter les uns aux autres en Europe, ou si nous allons trouver le moyen d'apaiser, de faire baisser les tensions qui existent dans les peuples et entre les peuples. Jean-Luc Gombault, jusque-là, il y avait un plan B. Il n'y en a plus apparemment. Il n'a jamais été très clair sur cette affaire, parce que c'est une affaire très compliquée pour des raisons économiques et pour des raisons politiques. Et là, effectivement, il essaie de paraître clair, mais il ne l'est pas exactement. Veut-il, oui ou non? Parce qu'il dit non, je ne veux pas. Mais sera-t-il contraint par sa stratégie à effectivement franchir le Rubicon? Ça, il ne le dit pas. Alors, il y a un mois, sur Europe 1, il y avait une interview du matin, c'était le 15 mars dernier. Il a laissé supposer qu'effectivement, il pourrait être contraint de sortir de l'euro, mais qu'il donnerait la parole
aux Français. C'est les Français, c'est pas moi qui déciderai tout seul, ce sont les Français qui le décideraient. Et là, il ne le redit plus. Pourquoi ? Parce que on est près du deuxième tour. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il a besoin des voix de M. Hamon pour pouvoir franchir le cap du second tour. Et donc, la grande différence entre Hamon et lui, c'est qu'effectivement, Hamon est favorable à l'Europe, alors que lui ne l'est pas tellement. Alors, cette histoire de plan A et plan B, ça vient de la Grèce. Varoufakis a dit que si son affaire n'avait pas fonctionné, c'est-à-dire que si, malgré le vote non à l'austérité des Grecs, Tsipras a fini quand même par adopter le plan d'austérité que lui a imposé la Commission de Bruxelles, il l'a dit, Varoufakis, dans son livre, il dit « c'est parce qu'on n'avait pas de plan B ». C'est-à-dire qu'on n'avait pas la menace de sortir si jamais... Varoufakis, qui était le ministre de... Le ministre des Économies et des Finances du premier gouvernement Tsipras. Voilà. Il dit on n'avait pas de plan B. Il faut donc qu'on brandisse une menace pour qu'on se range à notre opinion. Et c'est là où s'est formée l'idée de plan B que n'a jamais développé véritablement Mélenchon dans son programme. Et je termine, il ne fait que dire nous sortirons des traités. Nous sortirons des traités ne veut pas dire qu'il sortira de l'Union européenne et de la zone euro. C'est important à quelques jours de comprendre quand même, alors qu'il est aux portes du second tour. Et Frédéric Farage, Jean-Luc Mélenchon, qui ajoute « Mais je représenterai la France et avec ma personnalité, je vais convaincre nos partenaires européens. » Écoutez, je ne sais pas, c'est pas que je ne veux pas faire confiance à M. Mélenchon, mais j'ai peur que ce soit un vœu pieux. Il va arriver, expliquer à Mme Merkel probablement, ou M. Schulz, qui d'ailleurs récemment a expliqué qu'il ne voulait pas tellement s'éloigner de la ligne Merkel, hein, il l'a dit récemment, et soudain, alors que notre voix en Europe quand même s'est très largement amoindrie, M. Mélenchon crée un effet de panique ou de peur auprès de la chancelière allemande, qui tout de suite accepterait alors de mettre de l'eau dans son vin. Personnellement, je n'ai jamais trop cru à la pensée magique, mais pourquoi pas ? Mais je reviens sur ce que Jean-Louis Gombault a dit très justement, c'est que s'il n'y a pas de plan B, c'était ça l'enseignement de l'affaire grecque, eh bien, simplement dire on va l'avoir à la négociation, cette modification, cette réorientation de l'Europe, j'ai bien peur qu'on arrive encore une fois à la fin avec une forme de déception et qu'on arrive, vous savez, à cette conclusion qui consiste à dire c'est trop tôt, le rapport de force ne s'est pas constitué, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Mais en même temps, on peut comprendre, en tout cas, ce candidat, Jean-Luc Gombault, on ne peut pas dire rien ne va changer. Les Français sont peut-être attachés à l'Europe, même à l'euro, mais ils ne veulent plus de cette Europe-là. C'est ce que veut essayer de changer Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est ça le problème. C'est ça le problème, effectivement, et c'est le problème de M. Mélenchon. C'est-à-dire que, et de ses soutiens, parce que ces soutiens sont eux-mêmes divisés. Il y a une bonne partie de l'ancien parti de gauche qui voulait poser la sortie de la zone euro, et lui, il a toujours été en équilibre sur cette opération. Effectivement, il est sur une stratégie, je vais finir par convaincre. Enfin, franchement, pour qu'il y ait une modification des traités, c'est ça qu'il souhaite, en fin de compte, au bout du course, c'est l'article 48 du traité de fonctionnement de l'Union, il faut l'unanimité. L'unanimité. Il ne suffit pas simplement que Mme Merkel soit d'accord. Et si Mme Merkel dit qu'elle n'est pas d'accord, que fera, si je puis dire, l'unanimité? Que feront les autres? Est-ce qu'ils vont choisir de suivre le panier percé ou de suivre le parapluie? Le panier percé étant, en fin de compte, les Français avec un excès de dépenses publiques qui cause des gros problèmes financiers, ou le parapluie qui assure les fins de mois avec son carnet de chèques. Évidemment, ils diront à M. Mélenchon, vous avez certainement raison, mais voyez notre position, on peut pas, on a des gros problèmes d'endettement, on a besoin d'une couverture. Vous n'êtes pas une couverture, vous n'avez pas la puissance d'être une couverture. Et donc, quelque part, on a l'impression qu'il y a une stratégie du style de dire aux Français, vous voyez, j'ai tout fait, alors qu'Hollande, lui, au bout de 5 minutes, il a laissé tomber. Moi, je me suis battu comme un chien pour obtenir la modification des traités. Je suis obligé de dire que je n'y suis pas parvenu. Mais attendez, Frédéric, là, on a l'impression, en vous écoutant, que l'Europe, soit tu l'aimes, et non pas tu la quittes, mais pardonnez-moi, tu la fermes. On a l'impression que c'est ça. Mais je suis entièrement... Ce serait terrible de faire campagne en disant, mais écoutez, on ne peut rien changer, en fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais pourquoi? Parce que l'affaire grecque nous a enseigné quelque chose de fondamental qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que la réforme de l'intérieur
l'affaire grecque nous a montré qu'elle est résolument impossible. Parce que quand M. Tsipras est arrivé, il n'a pas demandé la révolution. Il a juste demandé un aménagement de politique d'austérité qui mettait à genoux la Grèce, aussi bien d'un point de vue social, économique et politique. La réponse de l'Union européenne a été, à partir de février, un mois après son élection, qui a été d'assécher en liquidité l'économie grecque. Mais nous ne sommes pas la Grèce, même si je veux absolument pas les... évidemment, mais c'est pas insultant ce que je dis. Bien sûr, nous ne sommes pas la Grèce, mais on voit bien que la réforme de l'intérieur est extrêmement difficile à mener et qu'il y avait une occasion historique de l'affaire, je ne dis pas qu'on l'a loupée, mais je pense qu'on en a loupé une belle, c'était en 2012, quand M. Hollande a été élu, où le TSCG n'était pas encore sur la coopération et la gouvernance en Europe, n'avait pas fait encore l'objet d'une ratification, on n'est même pas d'une signature, et M. Hollande a lâché. Donc j'ai l'impression que le fait que les institutions européennes soient si allergiques à la réforme, c'est-à-dire soient toujours dans une forme de rigidité en apparence, que leur modification devient de plus en plus compliquée. Et pour finir, sans être trop long, quand on regarde à des postes clés, parce que derrière, aujourd'hui, les institutions européennes, il y a le poids de l'Allemagne, le vice-président de la Commission européenne est un Allemand, celui qui est à la tête de l'Eurogroupe, qui est ce Conseil des ministres de Finances, c'est un Néerlandais qui est plutôt dans l'orbite allemande, et je peux allonger la liste. Donc, si vous voulez, le rapport de force, il n'est pas vraiment dans notre sens. Et je crois qu'à un moment donné, il y a une forme de confrontation qui est nécessaire, parce qu'à force de compromis, on ne voit plus le dessin. C'est-à-dire, on ne voit plus où on va. Compromis, et on pourrait même dire trahison, parce que, pardonnez-moi, Jean-Luc Gombault, les Français, ils ont en travers de la gorge aussi 2005, le référendum. C'est encore présent, cette cicatrice, elle est encore présente. Le problème des référendums, c'est qu'on ne sait pas trop sur quoi. On sait bien... La question... Voilà, non, mais c'est parce que les Français ont approuvé Maastricht. Alors, je suis obligé de prendre les sondages. Êtes-vous pour ou contre la sortie de la zone euro? La grande majorité des Français sont pour se maintenir dans la... Alors, les résultats des sondages varient, mais c'est toujours au-dessus de 60%. Oui, tous les sondages. Tous les sondages vont dans ce sens. Mais j'en veux une autre. Le problème, c'est qu'une autre zone euro, le problème, c'est de savoir si c'est possible dans une diversité générale de l'Union européenne. Il y a deux questions. Est-ce que oui ou non, on a eu raison de faire la monnaie unique? On peut répondre oui, on peut répondre non. Pour vous, c'est non. Pour moi, c'est non. Pour vous, c'est non. Une fois que vous avez répondu non à cette question, prenons la réponse que vous apportez à ma question. Non, on a eu tort. Pour vous, c'est lui, c'est oui, Jean-Luc Gombault? Pour moi, c'est de plus en plus non. Ah. Mais je pense, oui. Et après arrive l'autre question. Parce que c'est comme toutes les choses de ce que font nos prédécesseurs. Ils nous laissent des héritages. Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage? Qu'est-ce qu'on fait des erreurs éventuelles qu'ils ont pu faire? C'est ça aussi un grand problème qui nous est posé. Et donc on arrive à la seconde question. Est-ce que oui ou non faut-il sortir? Et là je réponds, là aussi, il ne faut pas sortir. C'est-à-dire que dans les conditions, dans les structures, et ça c'est ce qui me distingue de M. Asselineau, de Mme Le Pen ou de M. Mélenchon, je pense que ce serait une grave erreur de le faire, compte tenu de la situation dans laquelle on se trouve. Donc c'est deux questions absolument... On peut dire qu'on a eu tort de faire l'euro, mais on peut dire qu'on aurait encore plus tort d'en sortir. Je dirais que malheureusement, si on reste, pour reprendre votre réflexion, on va léguer aux générations futures nos problèmes sans leur donner les moyens de les résoudre. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on va dire aux Français? Si on est honnête et on fait un bilan de l'euro, et vous aurez remarqué que rarement on prend le temps de le faire en termes de niveau de vie, de productivité, et le bilan, croyez-moi, il n'est pas très reluisant, on dit, cette chose n'est pas terrible, elle est même plutôt... Finalement, le bilan est mauvais, ça a plutôt divisé les Européens, ça a créé de la divergence entre les économies européennes, mais en sortir, ce serait encore pire. Donc finalement, c'est comme si on disait, vous avez le choix, soit la mort lente, soit le suicide. Bon, c'est un étrange choix démocratique de proposer ça aux gens. Je pense qu'il y a une part de risque à prendre politique, et pour penser de manière, avec les turbulences qui vont avec, une sortie qui puisse être démocratique, qui ne puisse pas forcément embrasser une logique nationaliste ou extrémiste d'une manière ou d'une autre, parce que si l'on continue comme ça, c'est tout notre tissu économique qui va en pâtir. Quand le FMI reconnaît lui-même que l'euro est surévalué pour l'économie française, sous-évalué pour l'Allemagne, va-t-on continuer comme ça? Et on va dire, écoutez, si on sort, ce sera visiblement pire. Et aujourd'hui, on est arrivé à cette aberration, et sans vouloir être trop long,
où maintenant on veut défendre l'euro, non pas parce que ça sert à la croissance, l'emploi ou le rapprochement des peuples, on veut défendre l'euro pour l'euro, c'est-à-dire la monnaie pour elle-même. Mais si la monnaie n'est pas un instrument pour quelque chose de plus grand qu'elle, c'est-à-dire un espace de souveraineté commun, une prospérité collective, défendre la monnaie comme un fétiche pour elle-même n'a aucune espèce d'intérêt. Je suis prêt à la jeter dans la rivière. Ça ne m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je me dis, on a fait une erreur grave. Et l'idéal, si vous voulez, ce serait la sortie collective de cette affaire et qu'on reconnaisse ensemble qu'on s'est trompé. Une erreur dont profite Marine Le Pen, même si, vous l'avez sans doute constaté, elle en parle beaucoup moins de la sortie de l'euro que les premiers jours, les premiers mois et semaines de la campagne. On va voir justement ces différentes phases alors que c'est une mesure phare pour Marine Le Pen. On l'écoute. Ils ont fait le choix de l'indépendance. Au Royaume-Uni, une femme a accepté la charge de mener à bien le Brexit. Aidée par le Brexit, Marine Le Pen pensait faire de la sortie de l'Europe le fer de lance de sa campagne. Mais désormais, le Frexit, comme elle l'appelle, est devenu son talon d'Achille et la candidate FN est de plus en plus floue sur cette promesse. Sur le calendrier, tout d'abord, au départ, elle avait dit qu'elle irait vite, 6 mois après son élection, mais finalement, elle attendra les élections allemandes et italiennes pour négocier, ce qui repousserait une éventuelle sortie. Les négociations sur l'euro auront lieu en réalité à la fin de ces 6 mois pour attendre. Alors, il reste une minute. Pour attendre l'élection allemande et l'élection italienne. Car il est évident que pour pouvoir négocier sur le retour à une monnaie nationale, il faut évidemment attendre que les échéances allemandes et italiennes soient passées pour savoir avec quelle majorité on va parler. Autre confusion sur le fond cette fois, Marine Le Pen ne précise pas comment elle négocierait cette sortie, ni combien de temps cela prendrait. En baisse dans les sondages, la candidate FN change donc de stratégie et a troqué le thème de l'Europe, peu populaire, contre celui de l'immigration pour renouer avec le noyau dur de son électorat et les fondamentaux du parti. Voilà pour ce sujet de Cécile Cixous. Jean-Luc Gombault, là c'est une sortie, c'est une valse à plusieurs temps. On attend les élections italiennes, on attend... Oui, mais alors pourquoi pas les Espagnols? Quand même, c'est un peu désobligeant à leur égard de ne pas attendre les Espagnols, etc. Bon. On est devant un problème d'opinion publique. Elle sait bien qu'elle aussi, elle grappille voix par voix, elle s'effrite. Il faut absolument limiter le léger fléchissement qu'elle subit, qui risque peut-être de ne pas la voir présente au second tour. Mais on parle de la... Je reviens sur cette affaire, oui ou non, on a eu raison de le faire. Avant, j'ai dit, je pense que de plus en plus on a eu non. Mais il faut bien voir pourquoi les gens de l'époque ont fait cette erreur. À mon avis, qui n'en est pas une. Ils ont été contraints de faire ça, vu la situation et les structures de l'économie française. C'est pour ça que c'est trop abstrait de dire, je dis que je pose en plus non, mais je pense que les gens qui ont fait ça ont des excuses. Ils ont été dans une situation financière. Ils avaient besoin d'une couverture, qui était l'Allemagne, parce qu'ils étaient déjà en situation de dépendance vis-à-vis des marchés internationaux, compte tenu de nos déficits divers et variés, et il leur fallait quand même un appui de l'Allemagne. Et c'est pour ça qu'ils ont fait. Maintenant, c'est fait. Et ma question, c'est comment vous expliquez que Marine Le Pen, c'était quand même sa mesure phare, la sortie de l'euro, et d'ailleurs, une partie, tout à l'heure nos invités le disaient, de cette campagne s'est jouée sur ce clivage. Là, dans la dernière ligne droite, elle sent bien que taper à bras raccourcis peut-être sur l'Europe et l'euro, c'est pas payant électoralement. Je crois qu'elle va aller au deuxième tour, et au deuxième tour, ça va être le massacre dans le fameux débat qui aura lieu, et pendant 15 jours, ça va être... Et ça risque véritablement de la compromettre, c'est-à-dire elle refera peut-être ses voix du premier tour, à la limite, peut-être elle en perdra, et donc elle s'affaiblira. Et donc je pense qu'il y a ensuite, parce qu'il y a un problème de fond, on parle de la sortie de l'euro. Mais d'abord, la sortie de l'euro n'est prévue dans aucun traité. Il y a la sortie de l'Union européenne. Si vous sortez de l'euro, et c'est pour ça que je dis que là, ça serait une grave erreur, vous sortirez de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas rester dans la zone euro. Pourquoi? Vous croyez que les autres vont laisser leur marché ouvert aux produits français en leur donnant la possibilité d'user de la monnaie pour pouvoir mieux les vendre à l'extérieur? Ce n'est pas possible. Donc, automatiquement, vous sortez de la zone euro, vous sortez de l'Union européenne. Alors là, évidemment, on rentre dans une autre page d'histoire. Mais écoutez, vraiment 2-3 petites choses, parce que tout d'abord sur la stratégie de Mme Le Pen, puisque c'était la question. En fait, on voit se dessiner quelque chose. C'est que en décidant d'abandonner le thème de l'euro,
elle est en fait en train de se détourner, à mon sens, du groupe social qu'elle essayait de séduire, c'est-à-dire une partie des ouvriers, une partie des employés, en expliquant que l'euro, et ça on peut le dire, a eu des conséquences économiques sur ces groupes qui n'ont pas toujours été favorables. Et finalement, en se détournant de ça, elle retrouve son fonds de commerce habituel, c'est-à-dire la logique, on va taper sur l'immigration, hein, le grand classique, et tout, pour dire on va laisser les structures économiques et sociales en l'état, et en fait on va prospérer sur notre thème habituel, c'est-à-dire les immigrés sont responsables, etc., etc. Donc c'est étrange parce que vraiment elle abandonne, à mon sens, alors un pan entier de sa stratégie. C'est pas un pan accessoire, c'était pas juste du décor de sa critique de l'euro. Il y avait quelque chose derrière ça. Ça c'était un. Deuxièmement, par rapport à ce que vous disiez sur la monnaie unique. Pour moi, pourquoi la monnaie unique, même si on l'a tous dans nos poches, elle n'existe plus? Je vais vous dire pourquoi. Puisque quand on a construit la monnaie unique, il y avait l'idée qu'il devait y avoir ce qu'on appelle le principe de l'indistinction du débiteur. Que vous soyez allemand, grec. Alors j'explique. Que vous soyez allemand, grec ou français, vous pouviez aller sur les marchés financiers et bénéficier de taux d'intérêt équivalents. Et les Grecs et les Allemands ont eu au début de la zone euro des taux d'intérêt proches. Aujourd'hui, quand vous êtes allemand, vous refinancez un taux favorable. Quand vous êtes portugais, vous refinancez un taux moins favorable. Et italien, ainsi de suite. Ça veut dire quoi? C'est comme s'il existait à l'intérieur de la monnaie unique un euro, comment dire, un euro lire, et ainsi de suite. Et selon le pays, vous n'obtenez pas les mêmes taux. C'est comme si la monnaie unique n'était plus vraiment unique. Ça, c'est deux. La monnaie est unique, mais pas la dette. Oui. Et dernière chose, et on va conclure là-dessus, c'est que je crois, malheureusement, que vous dites, c'est une autre page d'histoire, peut-être il faut prendre le risque d'en ouvrir une autre, surtout que l'Union européenne, tellement il y a un côté un peu dogmatique, n'a même pas pensé des voies de sortie un petit peu souples. C'est intéressant que des économistes comme vous, que je n'aurais pas classé tout de suite dans cette partie favorable à ce saut-là, vous soyez arrivé à cette... Favorable, je suis défavorable à la sortie. Oui, oui, non, mais j'ai bien compris. Je pense que vous parlez de risque, c'est un risque énorme. Alors dans politique, dans tout choix politique, que vous restiez ou vous sortiez de n'importe quoi, vous prenez un risque. De toute façon, vous prenez un risque. Donc, M. Mélenchon, M. Fillon prend un risque en disant je vais baisser la dépense publique de 100 milliards et M. Mélenchon en prend un autre en disant je vais augmenter la dépense publique de 100 milliards. De toute façon, il y a un risque. Donc, c'est à ça que sert la démocratie. Les électeurs vont calculer ce risque en fonction de leurs intérêts, de leurs convictions. Merci pour ce match des idées, messieurs. Dans quelques instants à suivre, c'est la revue de presse et puis le grand entretien avec Pierre Servan. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité du jour. Fouilles, déploiement de CRS, hélicoptères. Ces derniers jours, les mesures de sécurité ont été renforcées autour des meetings. Et face aux menaces terroristes qui pèsent sur la campagne présidentielle, le gouvernement a décidé de déployer 50 000 hommes dans les 67 000 bureaux de vote dimanche. Par définition, si je vous ai donné ces chiffres, c'était pour bien montrer qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir des gendarmes, des policiers et des militaires partout sur tous les bureaux de vote. Donc l'organisation va être, et ça a été vu et discuté avec les préfets, justement d'assurer une surveillance partout et la protection. À Nice, le maire de la ville, Christian Estrosi, a promis qu'il y aurait un agent de sécurité devant chaque bureau de vote. François Fillon. Alain Juppé a fait le job. À 4 jours du premier tour, il s'est affiché à côté de François Fillon lors d'une visite de l'entreprise 10 heures. Poignée de main, visage crispé. Pour avoir la photo de famille, les finalistes de la primaire de droite font mine d'être proches. On s'est parlé souvent au téléphone, on se parle régulièrement. On se connaît depuis très longtemps, très longtemps. N'est-ce pas? Je ne compte plus. Difficile retrouvaille, d'autant que le maire de Bordeaux s'est dit contre l'intégration de personnalités issues de Sens commun dans le gouvernement, une possibilité que n'exclut pas François Fillon. Emmanuel Macron. Il est ministre de l'aménagement du territoire et pour cette raison, il ne voulait pas prendre position trop tôt. Mais ça y est, c'est fait, Jean-Michel Bailey a fait son choix et ce sera Emmanuel Macron. Je ne peux pas me retrouver dans le programme de Benoît Hamon, ni dans sa manière de mener cette campagne. Je me dois de faire un choix. Et ce choix, il est en direction de celui qui me semble incarner le mieux les valeurs que je porte, dans lesquelles je me retrouve.
Son parti, le PRG, et sa présidente, Sylvia Pinel, se sont ralliés à Benoît Hamon, mais ont laissé leurs adhérents libres de choisir leur candidat. Justice. 1 an de prison avec sursis requis ce soir contre Thomas Thévenoud pour fraude fiscale. En 2014, l'ex-secrétaire d'État avait fait la une de la presse. À peine nommé au gouvernement, Thomas Thévenoud avait dû démissionner 9 jours plus tard. Il n'avait pas déclaré ses revenus en 2012 et rempli hors délai ses déclarations de 2009, 2010, 2011 et 2013. Une phobie administrative devant la justice. Le député de Saône-et-Loire a plaidé la négligence et la défaillance. Chômage. C'est du jamais vu depuis 2002. Les entreprises françaises prévoient d'embaucher 2 millions de personnes en 2017, soit 150 000 de plus qu'en 2016. Une hausse spectaculaire portée principalement par les petites entreprises, selon Pôle emploi. Services aux particuliers et aux entreprises, construction et industrie figurent parmi les principaux recruteurs. Et c'est l'heure de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens demain. Le Figaro d'abord, avec cet entretien de François Fillon. Je serai au second tour, affirme et clame le candidat Les Républicains. Libération, J-3 avant le premier tour dimanche. Et la bataille du vote ouvrier entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'Humanité qui titre sur le candidat de la France insoumise, Mélenchon à l'Élysée, ce qui changerait dans votre vie dès la première année. Enfin, Ouest France, plus largement, revient sur les temps forts d'une folle campagne. Voilà pour cette revue de presse. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin. Mon invité ce soir est officier de réserve, consultant sur les grandes questions militaires, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier en date s'intitule « Les présidents et la guerre, 1958-2017 », une enquête inédite. Elle est passionnante au cœur de la défense. Pierre Servan, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors on va évoquer en détail cette fresque, ce panorama des présidents et leur rapport à la guerre, mais d'abord plus largement. On a constaté que les questions sécuritaires, de lutte contre le terrorisme, de la guerre, n'ont fait leur apparition dans cette campagne qu'à la fin du fait, j'allais dire, cet attentat déjoué. Comment vous l'expliquez ? Écoutez, c'est vraiment, je dirais, l'insouciance française face à la réalité. Alors c'est un peu une tradition depuis longtemps. Si je regarde les 40 dernières années qui correspondent à au champ d'observation personnel, pendant les élections présidentielles, les questions européennes, internationales et de défense ne sont jamais traitées. Alors qu'elles sont au cœur de la présidence et que les présidents de la République, quand ils arrivent à l'Élysée, ce qu'ils trouvent sur leur bureau, ce sont des questions de défense, des questions européennes et des questions internationales. Donc c'est une tendance générale, mais je dirais que la situation est vraiment tragique aujourd'hui parce que depuis 2015, nous savons que nous sommes en guerre à l'intérieur, une forme de guerre, et en guerre à l'extérieur. Nous avons des soldats qui sont engagés sur différents théâtres d'opération. Donc c'est encore plus, j'allais dire criminel, le mot est faux, entre guillemets, que ces questions n'aient pas été au cœur du débat. Un détail qui m'a beaucoup frappé. Ces derniers jours, les quotidiens notamment ont fait des gros efforts pour présenter les programmes de campagne. Vous avez des tableaux qui sont très très bien faits, La Croix, Le Monde, Le Figaro, etc. Enfin, il faut vraiment que les citoyens le lisent, ça permet d'avoir une vision globale sur tous les sujets. Cherchez une rubrique défense, questions militaires, questions internationales. Vous avez la sécurité qui est traitée, parfois un peu les affaires européennes. Donc je pense que c'est vraiment très triste pour notre démocratie et ça n'est pas aidé le prochain président de la République que de ne pas avoir mis ces débats sur la table. Oui, c'est ça, c'est d'autant plus frappant, Pierre Servan, vous dites très bien que ce sont des thèmes éminemment régaliens, du domaine du chef de l'État, du chef des armées. Oui, chef des armées, monarque nucléaire, c'est vraiment un des éléments de ce que le général Georges Lin, j'ai interrogé énormément de témoins, notamment... Il parle de transfiguration. Exactement, transfiguration, le mot est très fort, c'est-à-dire que ce candidat qui sort de la campagne un peu en guenille, parce qu'il s'est battu pendant des semaines et des mois contre son camp, contre les autres, il arrive à l'Élysée et le premier contact qu'il va avoir, c'est le chef d'état-major particulier, un officier général, puisque en France, comme dans d'autres pays, les cabinets militaires ne partent pas avec le président ou le ministre, car ils assurent la continuité de la défense, et notamment de la posture nucléaire. Vous ne pouvez pas avoir de parenthèse, vous ne pouvez pas avoir tous les militaires qui partent
avec le président, le ministre de la Défense. Donc le prochain président arrivant à l'Élysée, il va avoir l'amiral Rogel, c'est un amiral aujourd'hui, le chef de son état-major particulier, qui va lui donner ses codes d'identification nucléaire. Et quelques jours après, c'est le chef d'état-major des armées, le général Pierre de Villiers, qui va emmener le nouveau président chef des armées dans les sous-sols de l'Élysée. Au PC Jupiter. PC Jupiter. Et là, qui va lui expliquer avec grande précision, il va l'initier au secret nucléaire. Comment les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins sont équipés. À l'époque où les missiles étaient préprogrammés sur des villes soviétiques, donc on expliquait quelles étaient les villes qui étaient ciblées, la puissance, la capacité de destruction. C'est là où le général Georges Lain avait parlé de transfiguration pour Nicolas Sarkozy, qui traitait ces sujets un peu par-dessus la jambe au début. Et donc tout d'un coup, la charge, le poids de la fonction... Prise de conscience. Prise de conscience, c'est vraiment l'héritage le plus fort de la France, royale, impériale, républicaine, qui pèse sur ce président. Et ce pauvre président, alors bon, heureusement, il a travaillé ces sujets, l'ensemble des candidats ont travaillé les sujets, mais la campagne ne l'a pas aidé à s'affiner. Dans les débats, on ne les a pas suffisamment questionnés. Est-ce que les candidats qui prétendent à la fonction suprême sont prêts à assumer la responsabilité de la dissuasion nucléaire? Est-ce qu'ils sont prêts à assumer comme chef d'état-major des armées, la mort de soldats en opération? Ce n'est pas des petites questions. Et l'autre élément qui est très frappant, c'est que vous n'avez pas de chef des armées de droite et de chef des armées de gauche. Pas de clivage, on oublie ça. Voilà. Oui, parce qu'on est tout de suite, je dirais, plongé dans des questions essentielles qui dépassent les clivages. Et je montre dans le livre que vous avez des situations à front renversé, avec un François Mitterrand venu de la gauche, anti-nucléaire, qui dit la dissuasion nucléaire, c'est moi, c'est le nouveau Louis XIV nucléaire, qui va engager les forces françaises et les forces militaires dans 65 opérations en Afrique, qui va faire la seule vraie guerre, entre guillemets, la première guerre du Golfe, alors que Jacques Chirac, colonel de réserve, surnommé Fana Mili, etc., lui va refuser, et il a eu raison, comme Mitterrand a eu raison de faire la première guerre du Golfe, Jacques Chirac va refuser de faire la seconde guerre du Golfe de 2003. Donc vous voyez, on a un phénomène de biseau. Et qu'on va étudier, alors je l'ai dit tout à l'heure, 7 présidents, De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Vous analysez, c'est passionnant, vraiment leur rapport à la chose militaire, parce que vous remontez loin jusqu'à la France. Il y a quand même des présidents qui sont plus portés que d'autres. Il y a évidemment le général De Gaulle qui a été officier des 2 guerres. Lui, il connaissait l'armée. Et est-ce que vous diriez qu'il connaissait même les risques? Il connaissait même le risque, il a été blessé. Oui. Le risque de mort, donc lui, il touchait du doigt cela. Ça donne une autre dimension, forcément. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, alors c'est vrai, il a été blessé à Verdun, il a une baïonnette qui lui a traversé la cuisse et son porte-carte. Il a été assommé par le souffle d'une grenade allemande à Manche. Il a été capturé à Verdun. Donc il a éprouvé cela. Il a éprouvé aussi la responsabilité d'un chef de section, capitaine commandant de compagnie par la suite, d'entraîner ses hommes, de voir ses hommes mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur les 7 ont porté l'uniforme jusqu'à présent. Et sur les 7, 5 ont fait la guerre. Les 5 premiers que vous avez cités ont été combattants. De Gaulle, les 2 guerres mondiales, Pompidou, Giscard, Mitterrand, la Seconde Guerre mondiale, Giscard aussi, pardon, et ont été décorés au feu. Et Jacques Chirac, la guerre d'Algérie, décoré également au feu. Ils sont tous les 5 des anciens combattants d'une guerre. Et puis après, vous avez la bleusaille, entre guillemets, les deux nouveaux, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui, question de génération, n'ont pas fait la guerre, mais ont fait un service militaire. 2 planqués pour Nicolas Sarkozy, ce qui peut expliquer aussi qu'il ait manifesté très tôt, je ne vais pas dire une aversion, mais en tout cas peu d'intérêt. J'ai l'impression que vous dites qu'il n'aimait pas l'institution militaire, mais il aimait bien les opérations militaires. Tout à fait, exactement. C'est quoi la nuance Eh bien, Nicolas Sarkozy, le décorum militaire, les traditions militaires, la symbolique militaire, les cérémonies, les remises de décoration, qui sont tout un rituel construit depuis des siècles. En France, c'est très important pour les militaires. Je suis colonel de réserve, c'est-à-dire que devant un étendard, vous avez le rappel des batailles, de ceux qui vous ont précédé. C'est aussi une façon d'effacer son ego au service de la nation, parce que vous êtes que dans une grande lignée de personnes qui ont combattu. Et Nicolas Sarkozy n'a pas du tout de sensibilité à ça. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que ce qu'on appelle les OPS, les opérations, alors ça le fascine, et il va découvrir que l'armée française, c'est une armée opérationnelle, et là, il va commencer progressivement sa conversion, tout en restant
assez folklorique aux yeux des militaires par rapport à son propre comportement, sa façon de défiler en jean, en faisant accélérer les cérémonies militaires parce que ça lui casse les pieds. Donc franchement, de ce point de vue-là, il n'a pas laissé un grand souvenir affectueux dans le monde militaire. On passe d'un président à l'autre. Quand vous avez évoqué tout à l'heure Jacques Chirac, qui a dit non, est-ce que selon vous, c'est le lieutenant d'Algérie qui a dit non pour que la France n'aille pas en guerre en Irak et qui a cherché à convaincre d'ailleurs George Bush, hein. Ça, on oublie de dire, mais il a vraiment cherché à convaincre. C'était pas un non, c'est vrai. Puis je laisse la France comme ça. Alors je vous remercie parce que vous avez lu mon livre. Oui. C'est pas si fréquent que cela. Ah bon. C'est normal quand on reçoit un invité. Comme ça, on se dit les choses, mais je vous en remercie. Oui, effectivement, alors bien sûr, dans la décision de 2003, il y a une analyse des circonstances du moment. Pourquoi rentrer en guerre en Irak, un pays qui ne pouvait pas avoir d'armes de destruction massive et qui n'avait pas d'implication dans les attentats du 11 septembre. La quasi-totalité des kamikazes venait d'Arabie Saoudite, pas d'Irak, qui était dominé par un tyran, mais un tyran qui ressortissait d'un parti laïque, baassiste, plutôt tueur de djihadistes. En Irak, Saddam Hussein ne laissait pas trop se constituer des cellules d'Al-Qaïda. Donc vous avez un paradoxe total. Donc il y avait ce premier élément. Mais vous avez raison de le souligner, c'est que vraiment cette dimension de sous-lieutenant d'Algérie, de connaisseur du terrain, des risques, du fait aussi que quand vous êtes le chef d'une grande démocratie, vous ne pouvez pas engager votre pays dans une guerre sur un mensonge d'État. Vous ne pouvez pas avoir sur la conscience la mort de 4 ou 5 000 GIs américains sur un mensonge d'État, parce que tout d'un coup, après avoir été frappé, vous estimez que vous avez reçu une mission divine et qu'en quelque sorte, les Américains ont été punis le 11 septembre pour ne pas avoir respecté leur mission messianique d'origine. Et c'est là où, dans les dialogues que j'avais recueillis à l'époque avec les diplomates qui étaient autour de Chirac, ils me disaient au retour des États-Unis, la prochaine fois, il faut que j'y aille avec un marabout. Ils sont dans une posture qui est complètement irrationnelle. Et Jacques Chirac, très proche des réalités militaires, connaissant bien les réalités militaires, effectivement a tenté de convaincre personnellement Bush en lui disant « ne fais pas cette sottise », il a certainement utilisé un mot plus fort, et on le voit aujourd'hui, puisque la situation que nous avons en Irak et en Syrie, avec Daesh, est vraiment une des conséquences. Ce n'est pas la seule responsabilité des Américains, on a un terreau très fragile, mais les Américains et George Bush portent une responsabilité énorme devant l'histoire. Et puis quand on engage l'armée, vous le savez mieux que nous, Pierre Servan, il faut penser à l'après, et j'imagine que le prochain président doit y penser si jamais on pense aux morts. Moi, j'ai toujours l'image, parce qu'on le voit plus aux États-Unis d'ailleurs, ce retour de cercueil filmé où on voit à l'arrivée avec les mères, les pères, les époux, les épouses. C'est quand même très très fort de voir ces images-là. On voit les familles qui sont là. Un président doit être imprégné de ces images-là. Oui, oui. Il doit s'y préparer s'il n'y est pas. C'est quelque chose d'extrêmement fort. J'ai assisté à plusieurs cérémonies autour de retour de camarades tués. Quand j'étais officier de la force Licorne, on a eu un soldat de Licorne qui a été tué. Donc là aussi, il y avait une cérémonie avec la famille. C'est extrêmement fort. C'est là aussi on voit la puissance de l'armée comme corps qui va porter cela collectivement. Tout le monde porte, y compris dans la symbolique. Quand en Afghanistan, le cercueil était suivi par ce cheminement de tous les soldats présents pour rendre hommage à leurs camarades tués. Donc c'est quelque chose de très fort. Et là aussi, c'est l'héritage, c'est le patriotisme, c'est toute cette dimension charnelle. Et il faut que le prochain président de la République soit vraiment imprégné de cela, parce qu'il va devoir regarder dans les yeux la mère, la sœur, l'épouse, la compagne, ou le père, l'époux, puisque l'armée est très féminisée. Il faut porter ce poids-là. Et c'est pour ça que les présidents font une bascule quand ils sont au contact de ces réalités. Et même si, comment dirais-je, ils ne sont pas d'une très grande carrure, à la fois les institutions données par le général de Gaulle, le système militaire, la dissuasion, ces réalités-là, je dirais, les rehaussent malgré tout, même si je suis critique sur notamment Nicolas Sarkozy, qui est jamais complètement parvenu à basculer, parce qu'il est toujours resté imprégné, je dirais, d'une culture du ministère de l'Intérieur, où quelqu'un qui tombe est une victime. Les soldats français ne sont pas des victimes, ils ne demandent pas qu'on pleure, ils demandent qu'on respecte ce qu'ils ont fait et qu'on honore les dépouilles des soldats. Mais ils ne se considèrent pas du tout comme des victimes. Quand vous signez un contrat militaire,
vous signez avec votre sang. Quand je suis parti en opération extérieure, comme officier de réserve volontaire, j'ai fait des lettres d'adieu à mon épouse et à mes enfants, à mes 4 filles. Bon, ça fait partie, voilà, vous savez ce qui arrive. Et si vous arrive quelque chose, on ne demande pas à ce que vous soyez présenté comme une victime d'un accident de la route. Vous avez parlé de culture militaire. Est-ce que les présidents contemporains, ils ont une culture même littéraire militaire? Je pense aux écrits de Clausewitz ou d'autres. Est-ce qu'il faut qu'ils lisent ce genre d'ouvrage? Je crois que le général Georges Lain, qu'on avait souvent reçu ici, il me parlait souvent de cet ouvrage-là. Donc là, j'ai oublié le titre. Aller traiter de stratégie militaire. Oui, alors... Est-ce qu'ils sont imprégnés de cela? Est-ce qu'il faut qu'ils le soient? Écoutez, il faudrait qu'ils le soient. Ça serait bien qu'ils aient étudié avant, qu'ils n'aient pas bachoté vous voyez, entre les deux tours, les deux candidats, etc. Le général Georges Lain, d'ailleurs, a souvent joué le rôle, enfin souvent, il est arrivé de jouer le rôle d'initiateur. Par exemple, François Hollande, avant la campagne de 2012, était allé le voir. Le général Georges Lain, à ce moment-là, était grand chancelier de la Légion d'honneur, après avoir eu un parcours militaire très important. Et certains des camarades de François Hollande lui avaient dit, écoute, va voir le général Georges Lain pour te plonger dans les questions de défense. Et à ma connaissance, aujourd'hui, un certain nombre de candidats sont allés voir des grands commandeurs français en responsabilité ou ayant quitté le service actif depuis peu, pour vraiment rentrer, comprendre ce qui se passe sur les armées. Un certain nombre d'entre eux sont partis sur le terrain aussi, à la rencontre des soldats pour les écouter. Donc il y a quand même une prise de conscience du fait que quand ils vont arriver à l'Élysée, ils vont avoir tout ça sur le terrain. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un président normal, dans ce cas-là. Il n'y a pas de président normal. Ça n'a jamais existé. Alors, vraiment, si vous voulez... ça vous avait choqué? Mais oui, parce que si vous voulez, pour moi, c'était un refus d'obstacle du président Hollande. Et d'ailleurs, dans le fameux livre qui lui a coûté sa nouvelle candidature, un président ne devrait pas dire cela. J'ai toujours le sentiment que la suite de la phrase, c'était « mais c'est pas grave parce que je n'ai jamais été président ». Mais en fait, sans vouloir être aussi cruel, il n'a été président, François Hollande, que sur les questions de défense et de stratégie. Ce que je vais vous dire, l'armée lui a apporté une popularité qu'il n'avait pas à l'intérieur, mais qu'il a eu juste au Mali et puis à l'extérieur. Parce que je donne la clé, immodestement, je pense avoir donné la clé. Un de ses enfants, son fils Thomas, dit, si vous voulez comprendre mon père François Hollande, il faut savoir qu'il est structurellement indécis. Donc c'est pour ça qu'il s'est toujours senti à l'aise dans les couloirs de Solferino, puisqu'en fait, vous réglez les problèmes des éléphants avec des motions, etc. Ça permet de régler les problèmes, de ne pas trancher, de ne pas prendre de décision. Et je trouve qu'en politique intérieure, c'est ce qu'on lui a reproché et qui explique qu'il a dû faire une déclaration montrant à quel point il avait un bilan extraordinaire, mais qui ne se présentait pas. C'est quand même un truc assez paradoxal. En revanche, face aux questions de défense, l'indécision est impossible. C'est-à-dire qu'en janvier 2013, quand le général Puga, chef d'état-major particulier, c'est-à-dire vraiment l'autorité militaire la plus proche du président, avec par ailleurs le chef d'état-major des armées, mais qui n'est pas physiquement présent dans l'enceinte de l'Élysée. Lui dit, Monsieur le Président, des colonnes djihadistes d'AQMI avec les Touaregs radicalisés foncent sur Bamako, voilà les options possibles, nous avons des forces spéciales au Burkina Faso, nous pouvons agir comme cela, voilà le timing. Là, il ne peut pas réunir une commission, faire un colloque, etc. C'est tout de suite. Et ce personnage foncièrement indécis, dans ce cadre-là, a pris des décisions. Et il en a éprouvé une jouissance, comme souvent les personnages pusillanimes en éprouvent quand ils se découvrent une capacité à décider. Quand et par ailleurs, c'est l'un de mes plus beaux jours. Exactement. L'opération Serval ayant réussi, effectivement, les Français ont bloqué cela. Quand il va à Bamako et qu'il dit « c'est le plus beau jour de ma vie politique », beaucoup de vos confrères et consoeurs sont moqués de lui en disant « ça veut dire ça ». Non, parce que véritablement, il avait traversé un mur, une frontière, une barrière psychologique. Il s'était vraiment engagé comme chef des armées et il avait réussi. Et en prenant des risques très importants, puisque rappelez-vous, nous avions des otages français dans la Drare des Ifoghas, le donjon d'AQMI, au nord du pays, et qu'il a pris véritablement un risque, et qu'il l'a réussi. Donc à ce moment-là, il y a une sorte un peu d'ivresse qu'on retrouve chez d'autres présidents sur des opérations, mais que je le dis sans ironie, parce que c'est à la mesure aussi de ce qui se passe dans l'homme. C'est pas, comment dirais-je, c'est pas parce qu'il devient président et chef des armées qu'il marche à 10 cm du sol. Non. Il n'est pas en lévitation. Mais c'est mieux que les candidats comprennent avant, enfin, ils le savent, que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, que nous avons la force de dissuasion nucléaire, que nous sommes une force de projection de notre armée. Voilà. Ça va mieux et puis qu'il y a 10 000 soldats français sur le territoire national. C'est-à-dire que le grand changement depuis la guerre d'Algérie, c'est que la guerre est à l'extérieur et à l'intérieur. On parle d'OPEX, opération extérieure, d'OPINT, opération intérieure, avec 10 000 soldats, des réservistes, pas suffisamment nombreux, parce que malheureusement, la France a tendance à attendre
de recevoir les coups pour se réformer. Mais là, ces questions-là, elles sont pendantes. D'ailleurs, il reste quelques jours avant le premier tour, quelques jours avant le second tour, et les djihado-terroristes peuvent chercher, on le voit, c'est dans l'actualité avec ce qui se passe à Marseille, justement, à essayer de saisir cette occasion, parce que c'est un des bras de levier du terrorisme que de chercher des chambres d'écho pour leurs actions. Donc les candidats et le prochain président, en tout cas, est averti. Il ne pourra pas dire « Oh là là, je découvre le Il sera sujet. doublement averti s'il lit ce livre. Écoutez. Parce que c'est important. Il y a vraiment, c'est passionnant parce qu'il y a vraiment le rapport même personnel à la chose militaire des différents présidents. Et vous le dites très bien, on ne voit pas de clivage. On voit vraiment le chef des armées de la France, Pierre Servan, les présidents et la guerre. Merci d'avoir été notre invité. À suivre, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. La PME Cheminade tourne à plein régime en ce moment. Il trouve que pour une fois, et à la différence des campagnes précédentes, on le perçoit autrement, non plus exclusivement comme le candidat loufoque, complotiste et lunaire. Car contrairement aux idées reçues, le fondateur du parti Solidarité et Progrès garde les pieds sur terre. Non, je ne suis pas du tout déconnecté, au contraire, je crois être... Ce qui me rend original, c'est d'être encore plus connecté que les autres avec la réalité de la France. Et les maires nous ont beaucoup aidés, parce qu'il y a beaucoup à apprendre d'eux. Les gens qui ont des responsabilités, on apprend toujours quelque chose d'eux. Oui, ce fut encore une fois une des surprises de cette campagne présidentielle. À 75 ans et pour la troisième fois depuis 1995, Jacques Cheminade a décroché le fameux sésame des 500 parrainages avec un objectif, combattre l'oligarchie financière. Et en cette période d'équité, le doyen de cette campagne arrive à mobiliser les médias, mais pas forcément les électeurs. Dans cette salle communale de Villefontaine, à une trentaine de kilomètres de Lyon, une douzaine de curieux seulement a fait le déplacement pour écouter ce singulier candidat. Comment vous allez vous y prendre? Parce que les riches, ils n'ont pas tellement envie de donner leur argent aux pauvres. C'est pour ça que pour je le faire un petit peu schématiquement. C'est pour ça que je vous dis que c'est une question de rapport de force. Mais le problème, il n'est pas de l'existence de la richesse. 8 hommes au monde possèdent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. On voit bien que le problème, il n'est pas de la quantité de richesse, il est de la question de la répartition. Et elle est aussi... Mais enfin, il coûte cher, votre programme. Comment vous allez le financer? Parce que je comprends bien ce que vous dites. C'est beau, j'ai envie de dire. Mais et quoi? Et comment on fait concrètement? Mais nous, on a envie de poser les problèmes par le bon bout et de ne pas être prisonnier de, soi-disant, les marchés auxquels on ne peut rien dire, qu'il ne faut surtout pas inquiéter. Le temps presse pour les assistants parlementaires, car avec les élections législatives en juin et les sénatoriales en septembre, bon nombre d'entre eux vont perdre leur emploi. Reçu par la ministre Myriam El Khomri, l'intersyndicale est resté plus d'1 heure dans son bureau. Et c'est sur la question des licenciements en fin de mandat de leurs parlementaires que la délégation a obtenu des nouvelles rassurantes, notamment de la part de la Direction Générale du Travail, la DGT. Il n'y a pas d'impossibilité de faire des licenciements pour motifs économiques. Au contraire, puisque selon l'interprétation de la DGT, et on leur a remis nos analyses, y compris par écrit, ça représentait même moins de risques juridiques de procéder par motif économique. Concrètement, cela devrait permettre des licenciements pour motifs économiques, ouvrant droit au chômage à hauteur de 75% du salaire, contre 53% pour motif personnel. La Direction Générale du Travail doit désormais, sous 10 jours, envoyer ses recommandations aux 2 présidents des assemblées, Claude Barthelone et Gérard Larcher, qui pourront transmettre cet avis aux parlementaires, qui restent les employeurs individuels des assistants et donc responsables de la rupture des contrats. On n'a pas besoin de garde du corps. Jean Lassalle, c'est l'humaniste. Il va vers les gens, il les embrasse. L'humanisme. C'est un humaniste. Exactement. Et les gens sont réceptifs. Jean Lassalle, les gens passent, c'est qui? Ah, c'est Jean Lassalle. Formidable. Et alors là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Donc il a un capital de sympathie. Énorme. Alors après la transformation en capital électoral, c'est autre chose. Eh bien, ça, il appartient à l'électeur de le choisir. Et c'est l'électeur qui aujourd'hui va transformer ce capital de sympathie en se disant, ben, finalement, ce type, il est différent des autres. C'est un candidat qui nous apporte sans doute quelque chose de différent, même s'il a une grosse expérience. Mais justement, cette expérience lui permet d'être crédible, mais pas forcément d'être un véritable objet du système.
Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Votre rendez-vous matinal demain, c'est Territoire d'info. À 22h, on va plus loin. Belle fin de soirée à notre compagnie.